Bonsoir à tous et bienvenue à cette table ronde. Aujourd'hui, nous allons parler de la place que crustacés, mollusques, poissons, algues vont occuper dans notre alimentation demain, car ces produits aquatiques représentent seulement 7% des protéines consommées au monde aujourd'hui, mais ils pourraient dépasser l'apport des protéines animales terrestres d'ici 50 ans. D'autant qu'il va falloir restreindre notre production de protéines animales si nous voulons garder un peu de biodiversité sur nos continents. Alors, parce qu'elles fournissent protéines, acides gras, micronutriments précieux, les denrées aquatiques assurent la sécurité nutritionnelle dans nombre de pays. Et l'aquaculture surpasse déjà la pêche pour remplir nos assiettes. Alors, est-ce que le menu sera plus durable, sain et abordable demain? C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir ce soir. Pour en parler avec nous, nous avons réuni 4 intervenants depuis la France et aussi depuis l'Afrique du Sud. Jacques Berger est chercheur à l'IRD dans l'UMR Cali Sud. Il est spécialiste de nutrition et d'alimentation humaine. Rita Sayoun est chargée du programme Pêche durable au WWF France. Et puis donc depuis l'Afrique du Sud, nous avons Maria Darras qui est chercheuse à l'IRD et spécialiste en physiologie et nutrition des poissons. Elle est actuellement en affectation au ministère sud-africain des Forêts, des Pêches et de l'Environnement. Maria est responsable du réseau de recherche Afrimaquas et elle est coporteuse du laboratoire mixte international Limaquas. Et enfin, last but not least, Brett Macy est chercheur au ministère sud-africain des Forêts, des Pêches et de l'Environnement. Il est spécialiste en santé et bien-être des animaux aquatiques et c'est aussi un partenaire de l'IRD et un coporteur du laboratoire Limaquas. Comme il va s'exprimer en anglais, ses propos seront traduits et vous pouvez jouer sur l'interprétariat en choisissant le canal d'interprétation. Donc, pour attaquer la première partie de cette table ronde, nous allons nous poser la question de pourquoi les produits aquatiques sont aussi importants pour les humains. Et on va lancer une petite vidéo pour introduire la question, si la régie peut nous l'envoyer. Merci. On attend. Nos océans, nos lacs et nos rivières sont précieux. Nous sommes à un tournant pour nos océans. Les 10 prochaines années sont une occasion unique d'accélérer les efforts internationaux et d'atteindre l'objectif de pêche et d'aquaculture durable. C'est pour cette raison que cette année, le rapport La situation mondiale des pêches et de l'aquaculture met l'accent sur la durabilité en action. Le rapport met en lumière les principales tendances dans le domaine des pêches et de l'aquaculture au niveau mondial et présente également un tour d'horizon des stratégies nouvelles et émergentes qui visent à gérer plus durablement les ressources aquatiques à l'avenir. Ce secteur est au cœur de l'objectif de développement durable 14 qui appelle à la préservation et l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines. Des progrès ont été réalisés, mais les défis subsistent. Alors que 65,8% des stocks halieutiques sont exploités de manière durable, les 34,2% restants sont surexploités. La gestion des pêches est de ce fait plus cruciale que jamais. 179 millions de tonnes au total. Les pêches seules représentent 96,4 millions de tonnes, tandis que la production aquacole a atteint 82,1 millions de tonnes, encore plus si l'on compte les algues. C'est une bonne nouvelle pour les milliards de personnes qui dépendent du poisson en tant que source principale de protéines et les millions de personnes qui assurent leurs moyens de subsistance en travaillant dans le secteur des pêcheries ou de l'aquaculture. Les femmes jouent un rôle clé dans cette main-d'œuvre, en particulier dans le domaine des opérations après-récolte. En plus des bénéfices en termes de nutrition et d'emploi, le poisson est devenu l'un des biens de consommation les plus échangés au monde au cours des dernières décennies. Les pays en développement occupent d'ailleurs un rôle de plus en plus important dans ce commerce. Ainsi, les pêches et l'aquaculture jouent un rôle indispensable dans notre société et nous ne pouvons pas les prendre pour acquises.
Le monde doit œuvrer de concert pour garantir que les générations à venir puissent continuer à avoir accès à cette source vitale de nutrition et d'emploi, d'autant plus que la population continue de croître et que la production mondiale continue à s'intensifier. Bon, moi, je crois que la vidéo pose bien l'importance des produits aquatiques aujourd'hui. Ma première question va être pour vous, Maria Darras. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le monde de la production d'aliments d'origine aquatique? Oui, Yves, merci et bonsoir à tous. Comme vous le savez, la pêche a été traditionnellement la principale source de produits aquatiques. Cependant, les captures mondiales ont stagné depuis 30 ans. Et donc, pour répondre à la demande croissante en produits aquatiques, l'aquaculture s'est développée très rapidement pendant cette période-là. Et depuis 2015, plus de la moitié des produits d'origine aquatique que l'on consomme provient de l'aquaculture. Et c'est un pourcentage qui continue d'augmenter. Et d'ailleurs, l'aquaculture est le secteur des productions alimentaires à plus forte croissance depuis plusieurs décennies. Alors, aujourd'hui, presque 90% des captures de la pêche proviennent du milieu marin, tandis que 60% de l'aquaculture est produite en eau douce. Et la Chine est le principal producteur mondial, tant pour la pêche que pour l'aquaculture, sachant que ces pays tout seuls est responsable de 60% de la production aquacole mondiale. Donc, en termes d'organismes produits, l'aquaculture, elle est dominée pour le poisson, qui est d'ailleurs le groupe le plus diversifié en termes d'espèces cultivées. Mais pour vous situer par rapport à la pêche, si autour de 2000 espèces différentes de poissons sont pêchées, l'aquaculture est moins diversité et repose sur autour de 600 espèces, dont seulement 27 représentaient en 2018 le 90% de la production totale des poissons. Alors, les poissons les plus cultivés ou produits sont les poissons d'eau douce, notamment le carpe, le tilapia du Nil et le poisson-chat, suivi des algues et des mollusques. Quant à la consommation des produits aquatiques, elle a augmenté beaucoup plus rapide que n'importe quel autre aliment d'origine animale au cours des 6 dernières décennies. Et cette demande mondiale devrait continuer à croître au fur et à mesure que le pays s'urbanise et que le pouvoir d'achat des consommateurs augmente. Par contre, en Afrique, à différence du reste du monde, cette tendance, on estime que la consommation de produits aquacoles ne va pas augmenter d'ici à 2030 du fait de la forte croissance démographique qui est supérieure à l'offre sur ces continents. Et cela soulève des problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle en raison notamment de la forte prévalence de la malnutrition dans la région et de l'importance des produits aquatiques dans l'alimentation de nombreux pays africains. Donc voilà, ça c'est ma petite introduction au sujet d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Maria. Je me tourne vers vous, Jacques Berger, et je précise pour nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions et que ces questions seront posées à nos orateurs à la fin de la première partie de la table ronde. Donc, on les note et on leur posera. N'hésitez pas à nous les envoyer. Donc, je me tourne vers vous, Jacques Berger. Vous êtes spécialiste de nutrition. Est-ce que les humains ont besoin de produits aquatiques pour être en bonne santé? Oui, bonsoir à tout le monde. Merci Yves pour cette question qui est quand même très vaste. Alors peut-être juste un petit préambule avant de commencer pour expliquer que pour moi, pour le nutritionniste que je suis, ce qui est mon but et mon travail, c'est en fin de compte, c'est que chaque individu dans le monde, si vous voulez, ait un accès à une alimentation qui soit diversifiée, durable, saine et de qualité, mais aussi qui couvre les besoins en micronutriments des personnes selon leur âge et leur état physiologique, et cela bien sûr dans le respect de ces modes de vie.
Donc, si on vient aux produits aquacoles ou aux produits aquatiques, en généralité, et pas uniquement l'aquaculture, il faut savoir que les aliments aquatiques, donc les animaux, les plantes et les algues récoltées à travers le monde, représentent le moyen de subsistance de plus de 800 millions de personnes à travers le monde. Et ça, dans de nombreuses communautés côtières, rurales et autochtones à travers le monde. Et surtout, qu'elles sont donc pour ces populations une source primordiale de nutriments. Et, si l'on veut, si on étend, une composante, je dirais, importante de nombreux systèmes alimentaires durables. Donc, d'un point de vue nutritionnel, actuellement, les organismes marins, notamment les poissons, sont classés, si vous voulez, dans la catégorie des viandes rouges et des poulets, et des volailles, pardon, du fait, en fait, de leur composition riche en protéines. Mais, si vous voulez, au-delà de nombreuses études ont montré que leurs avantages par rapport à ces animaux terrestres résident dans le fait qu'elles sont meilleures pour la santé, pour l'environnement et pour l'apport en micronutriments. Donc, si on va un peu plus en détail, les poissons et les autres animaux aquatiques fournissent des protéines de qualité parce qu'ils fournissent l'essentiel des acides aminés indispensables, et cela à plus de 3,2 milliards de personnes. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui n'est pas souvent noté, c'est qu'ils sont une source super importante d'acides gras essentiels et de micronutriments, donc vitamines et minéraux. Et surtout, c'est que c'est souvent la seule source pour de nombreuses populations défavorisées du Sud de ces micronutriments et des acides gras essentiels. Et d'ailleurs, il y a une publication récente, si vous voulez, qui a été publiée dans la Nature, qui indique que le top 7 des aliments d'origine animale riches en micronutriments sont tous des aliments d'origine aquatique. Alors, pour les nutriments, bon, je pense qu'ils sont un peu connus peut-être, mais on peut citer bien sûr les acides gras essentiels, donc les oméga 3 à longue chaîne, DHA, EPA, qui ont été reliés à de nombreuses études à des bienfaits au point de vue santé. Des vitamines du groupe comme la vitamine B12, qu'on trouve quasi essentiellement dans les aliments d'origine animale et dont les organismes marins sont très riches, notamment les mollusques. Et aussi des minéraux biodisponibles comme le fer, le zinc, mais aussi le calcium et le magnésium. Mais ce qu'il faut savoir dès à présent, on peut en rediscuter, c'est que la concentration, je donnais des chiffres ou des idées, mais la concentration de ces nutriments est très très variable selon les catégories d'aliments aquatiques considérées, c'est-à-dire selon les règnes, les familles ou les espèces, et aussi les parties de ces organismes qui sont consommés. Donc, et puis il est intéressant aussi de voir par exemple que les différentes catégories d'organismes aquatiques amènent chacune leur catégorie peut-être des nutriments qui sont complémentaires les uns des autres. Par exemple, les algues qui amèneront des fibres qu'on ne trouvera pas forcément dans les poissons ou les mollusques. Alors, mais pour moi, si vous voulez, la nutrition, ça ne s'arrête pas à la composition en nutriments de ce que l'on peut trouver notamment dans les animaux aquatiques. Et très schématiquement, pour terminer mon propos ici, je dirais que si dans les pays du Nord, si vous voulez, les pays développés, bon, bien sûr, les poissons et les fruits de mer sont très, très appréciés et font partie de l'alimentation, des modes de vie. Mais si on regarde d'un point de vue purement nutritionnel, on pourrait totalement remplacer ces aliments, je dirais, par d'autres aliments qui amèneront ces nutriments. Par contre, une fois de plus, dans les pays à revenus faibles et moyens, et en particulier les groupes les plus défavorisés de ces populations, si vous voulez, il est absolument nécessaire qu'ils trouvent ces aliments dans leur alimentation normale, parce qu'en dehors de ça, ils ne peuvent pas compléter ou amener ce qui leur manque. Donc pour eux, c'est essentiel. C'est une question comment ça s'appelle, de subsistance. Et peut-être un dernier point aussi, parce que moi je parle des qualités nutritionnelles, on va parler des qualités nutritionnelles des poissons. N'oublions pas que pour les animaux aquatiques, comme pour d'autres aliments, il y a quand même tous les dangers potentiels, c'est-à-dire la présence de métaux lourds, par exemple, de résidus de pesticides, mais il peut y avoir aussi les maladies, les parasites responsables de maladies transmissibles à l'homme, des bactéries, et par exemple aussi le développement de composés cancérigènes ou autres, quand ces aliments, on le verra plus tard peut-être, sont préparés par des méthodes comme le fumage qui peuvent effectivement provoquer l'apparition de composés néfastes à la nutrition. Voilà pour l'introduction, je dirais. Merci pour ce panorama introductif. Vous avez dit plein de choses sur lesquelles j'espère qu'on pourra revenir. On voulait vous montrer une petite vidéo à ce stade sur petite échelle versus grande échelle. Si la régie peut me l'envoyer, ça nous aidera pour la suite du débat.
like a ripple effect. Small-scale fishing and aquaculture can bring food to one family and provides healthy nutrition to millions more. It brings value to all. Small-scale fishers and fish farmers also know what it means to preserve the balance in our ecosystem. But our livelihoods are at risk. Now, more than ever, we need to be resilient, include us in decisions that affect us, and we will adapt and innovate with the changing tide. We may be small in scale, but our way of life will keep on making a difference and spread like ripples in the water. Voilà, une vidéo intéressante parce qu'elle montre que les produits aquatiques, ce ne sont pas seulement des nutriments, ce sont aussi des emplois et des revenus pour des millions de gens, dont Jacques parlait tout à l'heure. Rita Sayoun, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de combien de gens sur notre planète vivent de la pêche et de quel type de pêche vivent-ils? Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, plusieurs milliards de personnes dépendent de la pêche comme ressource alimentaire ou comme source de revenus. 59 millions de personnes sont employées directement par le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Ces personnes se trouvent essentiellement dans des pays en développement. 85% se trouvent en Asie, 9% en Afrique et le reste un peu partout dans le monde. Et là, on parle vraiment de petits pêcheurs et des travailleurs de l'aquaculture. Et dans le monde, on trouve différents types de pêche. Et ce type de pêche, elle est définie par un des moyens de définir la pêche, c'est le taille des bateaux. Donc aujourd'hui, 82% des bateaux de pêche dans le monde qui sont motorisés sont de taille inférieure à 12 mètres, donc appartiennent à la catégorie de la pêche artisanale. Et ces bateaux-là, on les trouve essentiellement en Asie et puis en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et face à cette petite pêche artisanale, on a uniquement 3% des bateaux de pêche motorisés qui sont de taille supérieure à 24 mètres, donc qui pêchent au large, qui concernent la pêche industrielle, et on les trouve en Océanie, en Europe et en Amérique du Nord. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la Méditerranée, et plus spécifiquement Méditerranée française, la petite pêche côtière, elle est prédominante dans cette zone. Elle a un rôle socio-économique et culturel très important. Quand on parle de petite pêche côtière, il s'agit d'une pêche qui est pratiquée par des bateaux de moins de 12 mètres et qui sortent en mer pendant 24 heures. Et donc, ils pêchent dans les eaux côtières, dans les 12 milles nautiques. Alors, cette pêche-là, qui a un rôle important majeur dans cette zone, elle emploie aujourd'hui, en France uniquement, 1200 personnes directement dans le secteur. Et si on considère qu'un emploi à la mer génère 3 emplois à terre, elle emploierait environ 3400 personnes. Cette pêche-là, elle est pratiquée avec une diversité de métiers, utilisant des techniques différentes, mais toujours des techniques douces, c'est-à-dire le filet, le casier. Et cette technique-là, cette pêche-là, si elle est pratiquée de manière responsable, elle peut être aujourd'hui moins impactante sur la ressource et les habitats que les autres types de pêche. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette activité fait face à des défis majeurs. Avant tout, la surexploitation de la ressource à cause des pratiques non durables et illégales, mais aussi d'autres facteurs comme la pollution, le changement climatique et le développement d'autres usages, plus spécifiquement en Méditerranée.
Donc, le futur des petits pêcheurs et de leurs familles est menacé aujourd'hui. Et le WWF travaille actuellement avec ces pêcheurs, spécifiquement en Méditerranée, pour transformer les secteurs et l'amener vers plus de durabilité. Merci Rita. Donc on voit bien que là, on sort des problèmes nutritionnels pour aussi toucher aux problèmes socio-économiques et puis aux problèmes écologiques. Qu'en est-il pour l'aquaculture, Brett Macy? Est-ce que vous pouvez essayer d'esquisser pour nous la diversité de l'aquaculture mondiale qui est incroyablement variée? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes depuis l'Afrique du Sud. Je vous remercie d'écouter notre discussion aujourd'hui. Pour répondre à votre question, Yves, oui, vous avez tout à fait raison. Il y a différents types d'aquaculture et de systèmes d'aquaculture ou d'espèces qui sont élevées au niveau mondial. Et en fait, différents facteurs sont à prendre en compte. Par exemple, les conditions climatiques, la disponibilité de l'espace, la typographie des régions et les systèmes et les espèces dépendent aussi des préférences culturelles. La plupart de la production aquacole aujourd'hui, comme cela a été dit par Maria, euh, se trouve en Asie. 85% de la production aquacole a lieu en Asie. L'aquaculture a toujours fait partie des cultures asiatiques. Je crois que l'environnement local, les conditions au niveau local favorisent ce type de pratique. Mais ces dernières années, les sociétés dans le monde ont évolué et prennent de plus en plus compte du fait que ces produits sont bénéfiques pour les régimes alimentaires. Donc, il y a de plus en plus d'aquaculture, notamment dans le monde occidental, dans différents pays européens et dans les Amériques aussi. D'ailleurs, il y a aussi une augmentation significative de la production aquacole sur le continent africain. La majeure partie de cette production se fait en eau douce, le tilapia notamment en Égypte et dans une moindre mesure les poissons-chats dans un pays comme le Nigeria. Maria l'a déjà dit, l'aquaculture marine ne représente qu'une petite fraction de la production aquacole sur le continent africain. S'agissant des différents types de systèmes de production, eh bien, ces systèmes peuvent vraiment être très différents d'un pays à l'autre. Parfois, il y a des infrastructures qui sont très évoluées sur le plan technologique, qui demandent beaucoup de capitaux. Il y a des types de systèmes aquacoles intégrés et de l'autre côté, si vous voulez, de cet éventail de techniques, il y a des systèmes qui sont beaucoup plus simples, avec simplement des bacs. Donc, sur le continent africain, il y a différents types de systèmes aquacoles. Et comme cela a déjà été dit par Jacques, il est vrai que ces poissons sont une source importante de protéines pour de nombreux foyers. En général, la plupart des producteurs sont des producteurs à petite et moyenne échelle. Mais ces dernières années, nous avons vu se développer des productions plus importantes, plus intensives. Je voudrais vous donner un exemple. Sur le continent africain, par exemple, l'Égypte a développé vraiment la production de tilapia. Et le pays est passé d'un système avec des petits producteurs avec des beaucoup plus grosses productions. En Europe, eh bien, souvent, les productions sont très techniques. Il y a un certain nombre de personnes employées dans ce secteur. En Afrique du Sud,
eh bien, nous n'avons pas vraiment de système qui se base sur les étangs. Il y a quelques fermes de petite taille et taille moyenne, comme c'est le cas en Asie et en Afrique, mais en Afrique du Sud, en fait, l'aquaculture est plutôt dominée par l'aquaculture marine. On s'appuie sur des produits tels que les moules, tels que les huîtres, donc qui ont une forte valeur ajoutée. Et il y a sur les côtes de l'Afrique du Sud de nombreux sites de production de ces espèces et on met vraiment l'accent sur les espèces avec une forte valeur ajoutée et des productions terrestres. Et ce sont en fait des productions qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, donc il y a beaucoup de personnes qui sont employées dans ce secteur. Et il y a donc des communautés côtières qui dépendent vraiment de cette production. Donc, en résumé, il y a différents types d'aquaculture, différentes espèces qui sont élevées. Il y a aussi des personnes qui ont des profils tout à fait différents qui sont employées dans ce domaine. Il y a vraiment de fortes différences d'une région à l'autre. Voilà. Merci beaucoup, Brett, pour cette esquisse de la diversité de l'aquaculture, qui est effectivement assez vertigineuse selon les pays, les continents, les traditions, les types d'entreprises. Je crois qu'avec ces 4 premières interventions, on a balayé un peu l'ensemble du sujet sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence un petit peu par parler de la pêche et de l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Et pour lancer la discussion là-dessus, on a une petite vidéo sur la crise du poisson qui va nous parler de la situation en Afrique, qui, vous allez voir, est assez frappante. On a du mal à arriver. Naitwa kwa jina Hamisi Lusungu Mandevu. Kazi yangu ni kuloba samaki tu. Hii kazi ya kuloba nianza depuis 1994 nilianza kazi mpaka leo. Changement nilianza kubadilikia sie samaki tena haikufe par rapport na tulikuwa tunaloba zamani. Bo zamani tulikuwa loba parfois mitumbu 5 6 ya makila. Mais kwa sasa tunakuwa 100 plus. Cha mauyo ya samaki vile difficulté haikufe. Atupate na reseti kisi tulikuwa mpataka zamani ya kuua samaki mingi na tunafaidika na sie benye kuloba makila. Na ndio maana tuleta si difficulté hata vile kwa kwanza kuua samaki tunakuwa kumagumu parce que ile ya kidogo iko naendelea tu kufa. Par exemple na maserena banaua kutuharibisha mbegu ya samaki. Rasio kuna tupandia bei ndio difficulté nyeko très grave ile muhimu ma. Bo mimi niko Mnyamituku. Zamani bazazi yetu balikuwa lobaka na miti. Batena pembeni tu ya mayani banachoma miti, banaua samaki. Sasa tuko batoto. Me kwa sasa hata uchome miti hautaonaka samaki na hakutakuwa kitu. Vis-à-vis na crise, beku tuharibisha mbeku, ni bale beku lobele makila ya kidogo ile maserena, parfois malimina, parfois makraka, ile buibui, ndio tuharibisha sana difficulté ya kuwa samaki tena mingi. Tulianza depuis subuhi na 5h30 tusha tupa ngeto 2. Tuko na samaki 3 hapa. Kwa ngeto 2 de base, kila ngeto na base moja. Kujournée tukwa faka tu ngeto 3 na unaenda kwa kunyumba unafurahi. Bo, difficulté yenyewe iko très nécessaire pale cadre ya kwanza restauration na kusomesha batoto yangu. Makulio kwa nguvu sana. Bo, zamani tulikuwa faka qu'il soit 8h na tuma dekoli ya samaki. Inaenda kunyumba. Ile dekoli ilikuwa equivalent ya 24 poissons. Inaenda kule kunyumba na makuta ya bunge naenda chumvi na kadhalika. Mais kwa sasa tafata toute la journée samaki 4-5. Sasa vile tangu 5h30 nianda kazi hapa niko na samaki 3. Niko en colère parce que ma mouvement yetu aendelee tena comme il faut. Vis-à-vis na saison yetu tulikuwa saison passée na hii moment tuko mwayo ai permettre.
kulio nguvu sana zaidi. Samaki haipatikane, batu bekoja zoea supu saa yote bankuwa naisha kwa matembele vile parfois bukala ila muindi ndo difikilte tukabambili. Vidéo qui parle de la pêche en eau douce, mais qui décrit des choses qu'on voit aussi dans les océans. Rita, la pêche plafonne en termes de capture et elle est souvent accusée d'être écologiquement destructrice. Est-ce que cette industrie est encore soutenable? Alors, malheureusement, aujourd'hui, les mauvaises pratiques et les prélèvements excessifs persistent dans le secteur de la pêche. La pêche, elle s'est tellement intensifiée pendant les 60 dernières années et a mené aujourd'hui à la surexploitation des ressources. Et d'ailleurs, on a vu qu'un tiers des poissons aujourd'hui dans le monde sont en situation de surpêche. Et ce chiffre peut s'élever à 87%, par exemple dans des zones comme la Méditerranée. Et donc, plusieurs facteurs contribuent aujourd'hui à la surexploitation. On a d'abord la surpêche. La surpêche qui est expliquée par la demande croissante en produits de la mer, qui est très supérieure aux capacités productives des océans. Cette surpêche, elle est aussi expliquée par la surcapacité des bateaux de pêche industriels aujourd'hui à pêcher du poisson et expliquée par les subventions gouvernementales qui financent ce type de pêche. Aujourd'hui, les bateaux sont trop nombreux, trop puissants, performants. Ils utilisent des sonars qui leur permettent de prélever plus de poissons et peuvent avoir un impact sur les eaux profondes et les fonds marins. À ça s'ajoute la pêche illégale qui représente aujourd'hui 28% des captures mondiales et qui est principalement pratiquée en haute mer ou dans les zones côtières des pays où la réglementation et le contrôle sont très faibles. Et donc, il y a des pêcheurs illégaux qui utilisent des techniques interdites, comme l'explosif ou poison. Et à ça s'ajoutent des problèmes sociaux associés à des pratiques aussi comme l'esclavage sur certains navires. Si on prend le cas de l'Europe, aujourd'hui, nous importons 70% des produits de la mer, principalement des pays en voie de développement. Et donc, un poisson sur 6 qu'on trouve dans notre assiette peut être d'origine illégale, peut avoir transité par des réseaux mafieux qui allient pêche illégale et violation des droits humains. Donc, la pêche illégale participe à la fois à la surexploitation des ressources, à la destruction des écosystèmes, et menace la sécurité alimentaire, mais également l'équilibre économique du marché des produits de la mer. Et pour finir, aujourd'hui, on continue à utiliser des engins de pêche non sélectifs, utilisés par la majorité des pêcheries mondiales, qui entraînent des prises accessoires de petits poissons, mais aussi d'espèces marines qui sont menacées, comme des requins, des cétacés, des tortues ou encore des oiseaux de mer. Et ces espèces-là, elles sont capturées puis rejetées en mer, le plus souvent mortes. Et on estime à 10% le pourcentage de poissons capturés et rejetés en mer par an en moyenne à l'échelle mondiale. Si on prend l'exemple de la pêche à la crevette tropicale au chalut, pour une espèce de crevette, on remonte aujourd'hui 10 autres espèces accessoires. Et en plus, l'utilisation de certains engins comme le chalut de fond, qui est un filet tracté par un navire qui racle les fonds marins, capture des espèces sensibles à taux de reproduction très faible et génère un taux de rejet très important en mer. Donc voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui que cette activité est soutenable. Ok, là vous décrivez une destruction assez impressionnante. Est-ce qu'il y a des pistes techniques pour réduire cette empreinte écologique et en particulier les prises accessoires?
Alors oui, il existe des pistes, des solutions technologiques pour améliorer cette empreinte écologique. Il y a eu plein de tests de dispositifs pour améliorer la sélectivité des engins de pêche. Je peux vous donner l'exemple de la mise en place d'un dispositif justement sur les chalutiers de crevettes pour empêcher la prise accidentelle de tortues marines. Ça s'appelle le TED, Turtle Excluder Device. Et donc aujourd'hui, l'utilisation de ce TED sur un chalut permet d'éviter de capturer près de 97% de tortues marines dans la pêche à la crevette tropicale. Il y a d'autres types de dispositifs aussi. Par exemple, des pingers, c'est des systèmes qui émettent des signaux acoustiques pour éloigner les dauphins des chaluts et réduire leur capture accidentelle. Mais ce dispositif, il est encore perfectible aujourd'hui. On peut aussi donner l'exemple de la pêche à la palangre avec des hameçons qu'on utilise pour essayer d'effaroucher les raies et les requins avec une espèce d'émission de champ électrique de faible intensité qui ne peut être détecté que par l'organe sensoriel des raies et requins. Et pour finir, il y a également l'intelligence artificielle et la surveillance par satellite qui aujourd'hui permet de lutter contre la pêche illégale voilà, et qui peut être utilisée pour surveiller les océans. Du coup, avec tous ces outils, est-ce qu'on a une pêche qui commence à s'améliorer ou est-ce qu'elle continue à stagner malgré tous les efforts? Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès, mais ça dépend de quel océan ou de quelle zone géographique on parle. Par exemple, si on prend le cas de l'Atlantique Nord-Est, il y a eu quand même, de par la gestion de la pêche, de par la politique commune des pêches qui a été réformée en 2013, on arrive aujourd'hui, par la mise en place de quotas de capture, à quand même 50% des poissons évalués scientifiquement qui se trouvent en bon état. Je peux vous donner aussi l'exemple du thon rouge en Atlantique. Cette espèce qui était à sa limite de l'effondrement dans les années 90, aujourd'hui, grâce à la mobilisation des ONG et à la mise en place de quotas de capture qui sont fixés sur la base de recommandations scientifiques et couplés bien sûr à un contrôle efficace, cette espèce aujourd'hui est passée d'un état en danger d'extinction à préoccupation mineure. Donc, on a quand même quelques progrès, mais ça ne suffit pas. Après, il y a aussi l'exemple de certaines pêcheries qui, d'elles-mêmes, ont mis en place des projets d'amélioration de leurs pratiques et donc ils ont fixé des objectifs avec un plan d'action pour améliorer la gestion de leur pêcherie et aussi pour améliorer leurs pratiques et aller vers des engins de pêche qui sont moins impactants pour l'écosystème. Merci beaucoup. Jacques, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'importance de la ressource aquatique pour les populations les plus vulnérables? Est-ce que ce serait le moment de parler de ça, peut-être? Oui, c'est-à-dire que moi, je reviens toujours, je dirais un peu à mon dada presque, c'est-à-dire vraiment comment les populations, et dans mes études, ce que j'aime faire, c'est partir des situations, des terrains et de voir comment les populations utilisent les aliments, donc dans ce cas-là, les aliments aquatiques, de façon traditionnelle pour pouvoir effectivement voir les pistes d'amélioration. Donc, si par exemple, je reste de la pêche, puisque Rita vient de partir de la pêche, bon, globalement, autour des zones de pêche, des zones de capture, les populations arrivent souvent
quand ils ne sont pas très éloignés des côtes, etc., on l'a vu aussi un peu dans la vidéo, arrivent à avoir des poissons, souvent les poissons qui n'ont pas de valeur commerciale, qui ne sont pas vendus dans les circuits, et de pouvoir avoir quand même une alimentation qui intègre certains poissons, plus bien sûr ce qu'on voit dans beaucoup d'endroits près des côtes où les populations vont aussi sur les plages récolter les animaux, souvent les personnes âgées, les enfants. Donc il y a tout le long des côtes quand même une possibilité, y compris pour les plus pauvres, d'avoir accès à au moins, disons, un peu diversifier leur alimentation en glanant, je vais prendre ce mot-là, un peu des poissons non vendus ou même des organismes non utilisés, marins non utilisés. On l'a vu un peu dans la vidéo quand même que ce n'est pas aussi simple que ça, puisque des personnes qui survivaient comme ça sur les pêches qu'elles faisaient dans leur rivière ou autre, aujourd'hui ont beaucoup plus de problèmes pour avoir, disons, des pêches suffisantes pour nourrir leur famille. Donc ça, c'est ce poison des pêches. Après, par exemple, je citerai un exemple au Bénin, hein, mais c'est vrai pour l'Asie et toute l'Afrique, c'est le nombre de poissons qui ne sont pas utilisés, donc de la pêche frais. Hein, là, je ne parle pas des poissons congelés pour ces pays-là, mais qui sont utilisés donc et conservés avec des techniques artisanales, que ce soit le séchage, le fumage, par exemple, le salage, etc. Et on voit, par exemple, comment quand même la part que ces poissons séchés, je crois qu'en Asie, c'est 25% des poissons qui sont consommés en Asie, qui viennent de poissons séchés et pas sous forme fraîche. Et c'est énormément vrai aussi en Afrique. Donc, par exemple, au Bénin, si vous voulez, il y a beaucoup de femmes, souvent les femmes là, qui vont racheter les poissons qui ne sont pas vendus à la fin de la journée, ou ce qu'ils appellent le fretin, les petits poissons, et qui sont souvent séchés et fumés entiers, et qui sont introduits dans de nombreux plats. Et le fait qu'ils soient introduits entiers dans ces plats fait qu'ils amènent beaucoup de micronutriments, justement, parce que les micronutriments ne sont pas toujours dans les filets de poisson, mais souvent on les trouve dans la tête du poisson, dans les viscères, etc. Donc ces poissons séchés entiers et incorporés au plat amènent beaucoup d'éléments, de nutriments essentiels. Donc toutes ces pratiques-là sont vraiment à prendre en compte, et je crois qu'il ne faut pas les négliger, parce qu'il faut continuer effectivement à les maintenir et partir de ce qui se fait pour essayer de travailler. Par exemple, en Afrique, des collègues depuis plusieurs années de Cali Sud, justement, ont aidé les populations à travailler sur des séchoirs et des fumoirs pour essayer de les améliorer et, par exemple, décroître le développement de tous ces produits cancérigènes qui se développent avec le fumage, et aussi pour rendre les pratiques beaucoup plus moins consommatrices, par exemple, de bois ou d'autres énergies nécessaires au séchage, et donc aussi à améliorer les conditions. Alors, ça, c'est tout ça un peu ce qui vient de la pêche. Si on regarde quand même, je dirais, les poissons d'eau douce. Par exemple, moi, j'ai travaillé 9 ans au Vietnam, et au Vietnam, c'est un pays où, par exemple, le poisson fait partie culturellement de la vie, y compris loin des côtes. Et les Vietnamiens, par exemple, achètent dans les marchés leurs poissons vivants dans des bassines. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas uniquement frais, ils sont vivants. Et ce sont tous ces poissons qui sont issus de la petite aquaculture, ce dont parlait Brett, et c'est valable aussi en Indonésie, par exemple, où ils cultivent des poissons dans des bacs à l'arrière des jardins. Mais au Vietnam, par exemple, il y a un système qui était très connu qui s'appelle le VAC, c'est-à-dire ce système intégré au niveau des fermes, où toutes les fermes avaient une mare, avaient un jardin, par exemple, il y avait les champs de riz, il y avait aussi quelques animaux comme des cochons ou des poulets. Il y a une sorte de matière de tous les restes de chacun qui sont intégrés dans ce cycle-là. Beaucoup de restes, par exemple, des animaux ou des jardins ou du riz finissaient dans les mares, permettaient de nourrir les poissons, qui, à leur tour, nourrissaient la population, enfin les familles, et qui permettaient aux familles d'avoir régulièrement une introduction de poissons dans leur alimentation. Voilà, ça c'est une chose. Et peut-être un dernier exemple, mais qui est autre chose là, un caractère innovant, c'est-à-dire que les poissons, ce n'est pas toujours que ça. Je citerai un exemple d'une étude d'un projet qu'on a eu au Cambodge avec une ONG cambodgienne, et qui a été dirigée par un de mes collègues, Franck Viranga, qui était en poste là-bas. C'est qu'on a utilisé des poissons. Par exemple, les poissons au Cambodge, les poissons d'eau douce, sont disponibles 4-5 mois par an à un coût approchable pour les populations. Mais après, ils sont beaucoup trop chers. Et il y a énormément de pertes. Donc l'idée, ça a été de travailler sur tous ces déchets de poissons et les petits poissons qui sont mal vendus à cette époque-là, avec les pêcheurs, donc avec les producteurs, pour faire des farines de poissons. Et avec cette ONG. Et ces farines de poissons, après, ont servi à fabriquer un aliment, une pâte de poisson, qu'on a mis dans des sortes de ce qu'on appelle cigarettes russes, je crois que vous voyez ce que c'est en France, qui ont été remplies, parce que les Cambodgiens aiment énormément le poisson, donc de cette pâte de poisson,
et qui sont vendus sur les marchés, qui sont très consommés, et qui en plus, si vous voulez, cet aliment a été utilisé par les programmes nationaux de lutte contre la malnutrition au Cambodge avec l'appui de l'UNICEF, et on a même reçu un prix, si vous voulez, le deuxième prix du Sun Movement pour cette initiative, mais qui vient de quoi? L'aliment essentiel n'est pas unique, c'est quand même la pâte de poisson. Donc ça a permis de donner une plus-value à tous ces petits poissons et surtout de faire un produit à partir de poissons qui est utilisé toute l'année par les populations qui donc ont un accès à des nutriments venant du poisson qu'elles n'auraient pas par ailleurs. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. On va avancer. C'est des exemples. Pas. Oui, oui. Merci beaucoup d'esquisser cette diversité de pratiques qui est absolument passionnante. Je voudrais qu'on reparle un peu plus en détail de l'aquaculture, puisqu'on a dit pas mal de choses sur la pêche. Et avant, on pourrait avoir une vidéo qui nous montrera d'ailleurs Brett Macy en action. Si la régie peut nous la donner, ce serait une bonne introduction à ce qu'on a à dire sur l'aquaculture. Dr. Brett Macy. I work for the Department of Environment, Forestry and Fisheries. I'm a scientist in the department working in the Directorate of Aquaculture Research and Development. The research that I'm currently involved in is focused around developing sustainable marine aquaculture practices. We are currently at the Marine Research Aquarium in Sea Point in Cape Town. We have a team that's working on an aquatic animal health component, and that's a component that I'm primarily involved in. More than 85% of marine species are either fully exploited or severely over-harvested. So aquaculture has been identified as a very important source of protein. I think it's very important that we need to develop technologies that would make a lot of those practices more sustainable. The sea urchin, the species occurs along our coastline. It's a high-valued species. There's a huge market for it in the Far East. We've been doing quite a bit of work on developing technologies for all life stages of this animal, and also developing feeds for this animal so that it can be produced in a sustainable manner. We've focused very strongly on looking at integrated technologies where we can grow this system in combination with seaweeds so that the seaweeds can recycle nutrients. The seaweeds produced in the system can then be fed back to the animals. It is an IRD funded project. The whole premise of the project is to try and bring together experts and researchers from the region and to try and get all these people to work together, address some of these bigger themes and the larger needs for sustainable development of aquaculture on the continent. I wouldn't say that I always wanted to be a scientist. I moved to the coastline when I was about 16 years old. And I think the first time that I actually went into the water and snorkeled around in rock pools was really the first time that I actually fell in love with the marine environment and really realized the potential that the marine environment holds. Bon, Brett, c'était bien de vous voir en action. Visiblement, donc, les questions de pollution sont des enjeux importants en aquaculture qui vous mobilisent beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? Quels sont les problèmes? Qu'est-ce que vous cherchez comme piste pour en sortir? « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Merci beaucoup, Yves. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'évoquer plusieurs sujets, ce qui peut avoir des répercussions sur la durabilité de l'industrie et aussi les solutions potentielles. Nous avons déjà entendu ce soir que la production aquacole croît rapidement et sa croissance va se poursuivre dans les années à venir. Je crois que depuis 2000, il y a eu une augmentation de 6 à 7% par an. Et de ce fait, en raison de cette croissance, l'industrie essaye de réduire son impact sur l'environnement. La croissance de l'aquaculture a soulevé un certain nombre de questions liées à l'utilisation des ressources, notamment l'espace, les ressources telles que la farine de poisson que l'on a déjà évoquée ce soir. En effet, il y a des répercussions claires sur l'environnement qui sont liées à la production de déchets liés à l'aquaculture. Les aliments utilisés dans ces élevages ne sont sont aussi un problème. Et bien sûr, ce qui peut aussi avoir des répercussions sur la durabilité, ce sont les maladies. Ces maladies peuvent avoir des répercussions sur les animaux et sur l'environnement. Alors, comment rendre l'aquaculture plus durable? Je vais d'abord parler des produits alimentaires pour les élevages. En fait, c'est un sujet de recherche majeur depuis plusieurs années. Ces produits que l'on utilise, les nutriments que l'on utilise dans ces élevages sont importants et sont vraiment liés à la durabilité de l'aquaculture. Et en effet, il s'agit de l'un des principaux coûts de production pour de nombreuses espèces. Donc, c'est vraiment une question majeure. Il faut que les espèces soient bien nourries, il faut répondre à leurs besoins et nous essayons de produire ces produits alimentaires de la façon la plus durable possible. Donc, il faut vraiment réfléchir à l'élaboration de ces produits qui sont utilisés pour nourrir les espèces, à leur intégration dans les systèmes, car en effet, ces produits peuvent réduire la qualité de l'eau, ce qui peut créer des facteurs de stress pour les animaux et cela peut aussi augmenter l'incidence des maladies. Et bien sûr, cela a des répercussions sur l'environnement dans lequel vivent les animaux et les organismes qui sont dans cet environnement. C'est lié de ce fait, nous tâchons d'identifier des produits alimentaires qui sont durables et des sources de protéines qui sont aussi abordables. Donc, nous travaillons à l'élaboration de ces produits alimentaires qui doivent répondre aux besoins des animaux et qui doivent pouvoir être utilisés de manière efficace. Dans la vidéo que vous venez de diffuser, vous avez vu que nous avons fait évoluer les différentes techniques d'aquaculture. Il y a un certain nombre de projets de recherche qui ont mis l'accent récemment sur l'élaboration de l'aquaculture multitrophique intégrée. C'est ce que l'on appelle l'AMTI. Peut-être que vous connaissez déjà ce type d'aquaculture. De quoi s'agit-il? En fait, c'est un type d'aquaculture qui se veut être une méthode de production durable. Il y a une véritable complémentarité entre les différentes espèces qui se trouvent dans un système, dans un corps aquatique, si vous voulez. Et il y a, par exemple, un poisson qui va fertiliser, ce qui est produit par les poissons peut être utilisé pour la production énergétique ou pour nourrir d'autres espèces. En effet, on utilise par exemple des algues ou des mollusques dans ces systèmes. Donc, si vous voulez, il y a des espèces aquacoles extractives, inorganiques ou organiques et des espèces nourries.
Ces espèces peuvent être vendues sur les marchés. Donc, ces systèmes tiennent compte de la durabilité de la production. Vous avez pu voir dans cette vidéo, par ailleurs, que pour notre part, nous travaillons beaucoup dans ce domaine des AMTI. Nous tâchons d'utiliser des algues dans nos systèmes et vous avez vu que ces algues peuvent améliorer la santé des systèmes, la santé des animaux qui sont dans ces systèmes. Donc, cela réduit les coûts de production et bien sûr, ceci permet de réduire les conséquences sur l'environnement. Et ces types de systèmes AMTI mettent aussi l'accent sur certaines espèces. Ce sont des espèces de bas niveau trophique. Voilà un certain nombre d'éléments dont il faut tenir compte pour évaluer la durabilité de l'aquaculture et ses répercussions sur l'environnement. Et pour finir, je dirais que l'on doit, lorsque l'on réfléchit à la durabilité globale de l'aquaculture, il faut adopter une approche des systèmes. Il faut vraiment voir les systèmes dans leur ensemble, car chaque composant d'un système est essentiel. Et si l'on modifie un élément, une composante du système, cela a des répercussions sur les autres composantes du système. Donc, cette approche des systèmes est essentielle. Il faut aussi avoir une approche multidisciplinaire si nous voulons véritablement garantir la durabilité de l'aquaculture. Merci beaucoup. Effectivement, cette pensée globale, holistique est très importante. Maria, vous êtes une spécialiste de nutrition particulièrement, c'est ça qui vous intéresse. Pourquoi est-ce que c'est un aspect si important? Alors, je dirais parce que d'abord, les aliments aquacoles représentent le coût principal de la filière et ils sont aussi contribuent le plus aux impacts environnementaux de l'aquaculture d'espèces nourries. Donc, en fait, historiquement, les aliments aquacoles reposaient sur des quantités très importantes de farine et d'huile de poisson provenant des captures de petits poissons pélagiques. Et donc, cet essor rapide de l'aquaculture a fait une pression très forte sur le stock naturel et avec des risques écologiques liés à la perturbation des réseaux trophiques aquatiques, mais aussi des risques sociétaux liés au fait que ce sont des poissons nécessaires à la consommation, pour l'alimentation de nombreuses personnes, et notamment dans le pays en développement. Donc, dans ces contextes, le secteur de l'aquaculture a fait des énormes progrès pendant ces dernières 20 ans pour essayer de réduire l'utilisation de ressources halieutiques à travers, par exemple, l'augmentation de la production d'espèces omnivores, l'amélioration des taux de conversion alimentaire des espèces cultivées, l'utilisation de farines et d'huile des poissons, mais provenant des déchets de la transformation du poisson et des captures accessoires, et notamment à travers l'utilisation d'ingrédients alternatifs comme les végétaux. Donc, même si l'aquaculture, la production mondiale des poissons nourris a triplé en 20 ans, les captures annuelles des poissons destinées à la fabrication d'aliments, à la fabrication de la farine et de l'huile de poisson ont diminué de 30%. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans le cas des poissons d'eau douce les plus cultivés, actuellement, les aliments qu'on utilise pour le nourrir contiennent de 1 à 2% de farine de poisson. Et pour les poissons d'eau de mer et de saumâtre, et même les crustacés, l'apport en farine et huile de poisson a diminué de moitié à 2 tiers. Ceci dit, il faut dire que l'utilisation d'ingrédients végétaux n'est pas sans conséquence. Parce que d'une part, ces ingrédients vont influencer négativement la santé de certains poissons, notamment les carnivores,
Et donc, il y a des recherches qui se font pour essayer de diminuer ces effets. Et de l'autre, l'élevage d'espèces végétales telles que le soja vont contribuer à la pression croissante sur les ressources en eau et en eau douce, bien sûr, et en terre, à les émissions de carbone, la diminution de la biodiversité à travers la déforestation, l'utilisation d'engrais, de pesticides, etc. Mais bon, ceci dit, si on met les choses un peu en perspective, il faut souligner que de la totalité d'aliments produits pour nourrir les animaux d'élevage, seul le 4% est utilisé en aquaculture. Donc, le reste, le 96%, est destiné à nourrir le bétail et la volaille. Donc, voilà. Donc, après, il y a une autre chose que je voudrais dire par rapport à l'utilisation des végétaux, c'est que par rapport au remplacement de l'huile de poisson par des huiles terrestres, c'est qu'on va perdre en teneur en oméga 3 dans le filet. Et c'est là, ça veut dire qu'on va diminuer la valeur nutritionnelle du produit. Et donc, les recherches actuellement sur de nouveaux ingrédients qui soient à la fois nutritifs et en même temps que ne rentrent pas en concurrence directe avec la consommation humaine, sont de grande actualité. Et aujourd'hui, par exemple, les efforts se concentrent sur des ingrédients tels que les farines d'insectes, les organismes unicellulaires et les macroalgues. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Et oui, c'est pas simple de savoir ce qu'on doit donner à manger à tous ces milliards de poissons qu'on élève. On va aborder une toute courte dernière partie sur les solutions, puisqu'on en a déjà évoqué. Je voudrais juste rappeler à nos auditeurs qui peuvent poser des questions et qu'on les posera aux orateurs très rapidement. Juste donc pour finir, Jacques, comment pourrait-on, selon vous, renforcer le rôle des aliments aquatiques dans la nutrition humaine, brièvement? Brièvement, c'est un peu difficile, mais moi je dirais qu'il y a des actions, si vous voulez, au niveau des populations. Hein. Ce qui me concerne, je pense qu'il faut aussi, si vous voulez, il faut considérer, si vous voulez, aussi je dirais la chaîne de valeur sur les poissons, sur les aliments aquatiques, et pas s'occuper uniquement des pêcheurs, des producteurs, par exemple, mais aussi de voir l'ensemble des acteurs et les processus, donc à tout le niveau intermédiaire, justement, il y en aval cette chaîne de valeur. Alors, je pense qu'aussi, il y a un gros travail à faire quand même au niveau des populations, quand on parle de durabilité, et là, pas uniquement, bien sûr, de l'aquaculture, hein, mais de tous les usages, c'est-à-dire que vraiment, mettre les utilisateurs, les consommateurs de tous ces produits dès le départ dans tous les projets, dans toutes les études qu'on peut faire et toutes les actions, c'est-à-dire construire avec eux et mieux les informer peut-être sur le bienfait des poissons, effectivement, pour leur vie, leur nutrition, leur bien-être, au cours des différents âges de la vie, mais aussi sur l'impact que peuvent avoir leurs pratiques sur l'environnement et sur leur durabilité, parce qu'ils n'en sont pas toujours conscients. Ça, c'est des choses qu'il faut. Donc, il y a vraiment, je dirais, un vrai travail à faire, et puis aussi bénéficier de leurs connaissances, parce qu'ils ont énormément de connaissances qu'on oublie parfois, et puis qui peuvent être des solutions importantes pour faire en sorte que les populations, moi je suis toujours vers les plus défavorisés, parce que c'est aussi un peu le biais de mon travail, c'est-à-dire de faire en sorte que ces populations, Maria l'a dit un peu, qu'il n'y ait pas de concurrence, je dirais, entre ce qu'on va donner aux animaux pour l'aquaculture et ce qu'on va peut-être soustraire pour que les populations aient directement accès. Alors, bien sûr, au-delà des populations, on peut aussi penser, mais là je vais terminer, ça va être très rapide, à des actions peut-être, je dirais, au niveau des pays, carrément, quoi. Je dirais des décideurs politiques. C'est-à-dire que, par exemple, il faut qu'il y ait un lobbying, une promotion auprès des autorités politiques, si vous voulez, sur l'importance des aliments aquatiques. Une fois de plus, on parle beaucoup de protéines, mais il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut expliquer le bienfait en termes de micronutriments et peut-être l'impact que ces micronutriments, qui s'ils ne sont pas, deviennent des facteurs limitants, et on peut avoir des protéines, on ne les utilisera pas bien, parce qu'il y aura des facteurs limitants dans les micronutriments, dans l'acide gras essentiel, et qui sont hyper importants pour le développement, par exemple, cognitif, et donc pour le développement des individus, mais au-delà des sociétés, etc., et des pays. Donc ça, je crois que c'est très important d'avoir ce genre d'approche. Bon, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et il faut avoir, pour ça, si vous voulez, je dirais, des évidences scientifiques. C'est pour ça que
les études que nous menons, là, à travers l'IMACOA et tout, sont des études, je dirais, des recherches pluridisciplinaires qui regardent un peu toutes les facettes de ce qu'il peut y avoir pour faire en sorte que les populations, si vous voulez, reçoivent, enfin, aient accès à tous ces éléments aquatiques qui soient de bonne qualité scientifique, qui sont aussi sains. Hein, et je crois que Brett en a parlé pas mal aussi par rapport à l'aquaculture, c'est de délivrer des produits qui soient sains, etc. Moins consommateurs d'intrants, moi je veux dire, à mon niveau. Et voilà. Peut-être un dernier point aussi, si vous voulez, il faut peut-être aussi que les pays connaissent mieux, je dirais, les spécificités des organismes aquatiques de leur pays et peut-être des différentes régions de leur pays. Et qui ne se basent pas uniquement sur des grosses, je veux dire, des connaissances comme ça, en disant les poissons en général, etc. Parce qu'il y a tellement de diversité, si vous voulez, tellement de qualité de poisson, par exemple, et d'un poisson entre espèces, j'ai cru comprendre, je ne suis pas spécialiste, Maria et Brett le diront, que plus ou moins des espèces d'un pays à l'autre, on retrouve les mêmes composants, mais quand même, le milieu influe beaucoup et tout, donc il faut vraiment connaître la potentialité, je dirais, nutritionnelle de ces aliments. Et dernier petit point, peut-être au niveau international, si on regarde le Eat Lancet, ce qui a été fait dernièrement, vous savez, sur l'ensemble des aliments des consommations dans les pays, c'est-à-dire que, une fois de plus, le fait que les poissons soient dans le groupe des protéines avec les viandes, etc., ce n'est pas encore assez bon, je dirais, pour du plaidoyer. C'est-à-dire qu'il faut que même les organismes internationaux soient encore plus sensibles à, je dirais, à la particularité des organismes marins, et pas marins, pardon, aquatiques, donc marins et de mer, pour pouvoir, disons, un peu mieux le mettre plus haut dans les agendas internationaux. Voilà, j'arrête là parce que sinon je parlerai trop longtemps. Il y a plein de choses à dire. Vous avez évoqué le politique à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut aussi parler un peu du consommateur? Je voudrais vous entendre là-dessus, en particulier sur la question de la labellisation, de la certification. On sait que les consommateurs, ils aimeraient bien acheter des choses qui ne nuisent pas. Comment est-ce qu'on peut les aider là-dessus? C'est un point que j'avais noté, mais que j'ai pas parlé. Effectivement, je pense que quand on est consommateur d'aquaculture, y compris dans les pays du Sud, dans des aquacultures, je dirais, de certains niveaux, enfin, de certaines capacités, c'est clair qu'il faut que les produits, à mon avis, aient un label. Un label très clair, parce que les populations ont besoin de savoir, et nous compris au Nord, c'est-à-dire que quand on consomme effectivement des poissons d'aquaculture, on a besoin d'avoir confiance dans des labels. Là, je me tourne donc vers Rita, je pense, et tous ces organismes qui travaillent là-dessus. C'est que, par exemple, c'est qu'il y a des labels aujourd'hui un peu de pêche durable, et puis on entend qu'il y a beaucoup d'informations en disant mais ces labels, ils ne sont pas si durables que ça, ils sont souvent achetés par des producteurs qui n'ont pas les pratiques, mais qui peuvent les acheter. Donc là, je ne suis pas du tout compétent. Et je pense qu'il faut quelque chose, effectivement, qui soit très fort là-dessus pour qu'on sache vraiment ce que l'on consomme. Donc ça, pour moi, c'est en tant que consommateur, là, en tant que nutritionniste. Oui, merci Jacques. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'éco-certification est un outil parmi d'autres qui permet aujourd'hui de garantir au consommateur que son produit il provient de pêcheries durables. Mais ce n'est pas le seul parce que, effectivement, dans des pêcheries artisanales qui n'ont pas le marché derrière, pour valoriser un produit avec un label, au fait, ils n'ont peut-être même pas besoin en fait d'avoir un label parce qu'ils peuvent mettre en place des pratiques pour améliorer la durabilité de la pêcherie, ou même parce qu'ils utilisent déjà des techniques douces qui n'ont vraiment pas d'impact sur le milieu, et parce que aussi l'espèce qui est ciblée par cette pêcherie, elle se porte bien en fait dans l'océan. Donc tout dépend vraiment de quel type de pêcherie on parle, dans quelle zone et de quelle espèce, parce qu'au fait, il faut vraiment regarder à la fois l'état de l'espèce dans la mer, comment elle se porte, l'état de santé, mais aussi les pratiques, les techniques de pêche utilisées et leur impact sur des prises accessoires de requins, cétacés, etc., sur leur impact sur le fond marin, mais aussi regarder s'il y a vraiment des mesures de gestion mises en place pour garantir la pérennité. Donc aujourd'hui, dans les pays surtout développés, il y a une pléthore de labels, et surtout en France. Et donc, il y a des labels qui sont plus pour la qualité et d'autres plus sur la durabilité. Et donc, moi, je peux vous citer un, mais qui est un des labels qui, pour nous, il reste le label le plus crédible, robuste et vraiment basé sur des données scientifiques. C'est le label MSC aujourd'hui. C'est un label vraiment pour garantir aux consommateurs
des pays développés, aussi en France, que leur produit il est issu de pêcherie durable. Voilà, après pour l'aquaculture, il y a aussi d'autres labels dans les pays développés comme ASC ou l'agriculture biologique. L'aquaculture biologique. Est-ce que nos spécialistes d'aquaculture voudraient ajouter un petit quelque chose sur la question des labels ou ce qui a été dit vous semble suffisant? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose sur le rôle des consommateurs, mais aussi le rôle des communautés. D'après moi, le point de vue du consommateur de la production de l'aquaculture est essentiel pour faire croître le secteur et les répercussions souhaitées de ce secteur sur nos nations qui ne font que croître et pour nos sociétés. Je pense que les consommateurs et les communautés doivent faire partie intégrante de notre voyage pour que le secteur de l'aquaculture se développe. Les communautés, ce sont elles qui vont être le facteur déterminant de la réussite de notre secteur. Donc, elles doivent être impliquées dès le départ dans le développement des opérations d'aquaculture, plus particulièrement les plus petites communautés, et nous devons les impliquer dans les opérations qui existent déjà. Et nous devons créer également des élevages gérés par les communautés, et si nous pouvons améliorer cela, alors nous pourrons améliorer la réussite de notre industrie. Et en ce qui concerne le renforcement de la durabilité de nos pratiques, et je pense qu'il est essentiel effectivement d'insister sur la durabilité. Si nos produits peuvent être produits de manière plus durable à travers la certification des produits, par exemple, nous avons parlé du Marine Stewardship Council, du Aquaculture Stewardship Council, et si nous pouvons nous assurer que les produits sont certifiés, nous pourrons améliorer les ventes des produits d'aquaculture. Et pour finir, j'aimerais dire qu'il en va de notre responsabilité en tant que scientifiques ainsi que les autorités gouvernementales. Nous devons sensibiliser les populations sur l'existence de l'aquaculture, ce que nous faisons, que les populations puissent avoir une compréhension de base de l'aquaculture, car il y a beaucoup d'incompréhension, de préjugés sur l'aquaculture. Merci beaucoup. Merci à tous. J'ai une liste de questions du public qui commence à s'allonger. Donc, je vais commencer à vous les poser parce qu'on ne peut pas les faire attendre beaucoup plus longtemps. En particulier, j'ai plusieurs questions sur le fait que les poissons de l'océan ou des rivières sont souvent pollués. On parle des thons et du mercure, on parle aussi de la pollution plastique. Est-ce que ça, ce n'est pas une opportunité pour l'aquaculture de finalement se retrouver en situation de fournir des produits de meilleure qualité que la pêche sur ce plan-là? Yves, je pourrais peut-être... moi, je voudrais déjà souligner le fait que de toute façon, si on veut répondre aux besoins de la population, à la demande, il va falloir tirer de l'aquaculture, donc on n'a pas trop le choix. Mais c'est vrai que l'aquaculture permet un suivi de plus proche de la qualité et de la biosécurité des aliments. Donc, c'est vrai que alors qu'avec les poissons sauvages, il est très difficile de savoir quel niveau de pollution ils ont, sauf si il y a une analyse de fait derrière, mais ça ne va pas être le cas. En aquaculture, justement, avec ces systèmes de labellisation, on peut être beaucoup plus sûr et beaucoup plus
les industries, le secteur aquacole beaucoup plus rassurantes vis-à-vis des consommateurs. Et d'ailleurs, il existe déjà de l'aquaculture bio. Donc c'est quelque chose qui va vraiment augmenter avec le temps. Parce que il faut dire que l'aquaculture, c'est quand même l'une des dernières façons de lever, formes d'élevage. Et donc, à force d'avoir appris des fautes des autres secteurs, on est vraiment on est bien, comment dire, bien monitorisé, je ne sais pas le mot en français, mais en tout cas, on est beaucoup plus surveillé. Et même les personnes qui travaillent dans le secteur, soit dans les différents acteurs, soit le chercheur ou les industriels, etc., on est vraiment sur le focus de la durabilité et de faire gaffe, on va dire, à l'environnement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est bien. Il y a des spectateurs qui nous demandent si en fait le développement de l'aquaculture ne serait pas une façon de soulager l'océan, peut-être même la meilleure façon. Rita, vous pensez que ça peut communiquer ces deux vases? Tout, à condition qu'en fait, on ne va pas pêcher l'anchois du Mérou pour le transformer en farine et d'huile de poisson et le nourrir et le donner aux poissons de l'aquaculture. Donc, c'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on règle le problème par l'aquaculture, mais derrière, il y a quand même l'exploitation massive de petits poissons pour les transformer en huile et farine de poisson. Et à condition aussi que, voilà, qu'il n'y ait pas la problématique de pollution derrière, de pollution dans l'aquaculture, par exemple, de saumon dans les fjords qui vont nuire aux écosystèmes autour. Il y a vraiment beaucoup de problèmes dans l'aquaculture auxquels il faut vraiment trouver des solutions aujourd'hui pour ça. Et j'ai une question, en fait, peut-être pour Maria, par rapport à une autre solution justement dans l'aquaculture, c'est d'essayer de nourrir ces poissons prédateurs qui sont des poissons d'élevage comme saumon et dorade, au lieu de les nourrir avec la farine d'autres poissons, mais les nourrir avec les algues. Est-ce que vous avez un avis là-dessus, le fait d'extraire donc des algues la substance nutritive pour nourrir ces poissons prédateurs de l'élevage? Alors, oui. Pardon, Maria, juste pour compléter la question, Brett avait pas mal parlé des algues aussi comme outil, et c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser les algues en aquaculture pour améliorer la durabilité? En fait, on a passé d'essayer de résoudre le souci de la farine et de l'huile de poisson en utilisant les végétaux. Par exemple, aujourd'hui, il est possible de nourrir la truite avec un aliment à base de végétal 100%. Le saumon, aujourd'hui, l'aliment, la plupart de la protéine provient des végétaux aussi. Donc, sauf que le problème qu'il y a là, bon, c'est un peu une question collatérale, le problème qu'il y a, c'est que ça diminue la teneur en oméga 3 des filets, et donc l'industrie est maintenant en train de, justement, comme je disais avant, de chercher de nouveaux ingrédients qui évitent tous ces problèmes-là par rapport aux végétaux, etc. Et un de ces ingrédients-là, ce sont les algues. Alors, il y a plein d'études récentes sur l'inclusion d'algues dans les aliments. Et pour les carnivores, justement, parce que pour les herbivores, c'est facile, et pour les omnivores, c'est encore, on peut augmenter le pourcentage d'inclusion. Pour le piscivore, les pourcentages d'inclusion, pour l'instant, restent pas très, très grandes. Parce que bon, il y a certains composants des algues qui ne sont pas très digestibles pour le poisson.
mais c'est vraiment la recherche de dernière minute. C'est-à-dire qu'il y aura plein de travaux qui vont sortir sur l'utilisation des algues, des farines d'insectes et des organismes unicellulaires. Et là, je parle des microalgues qui ont un très haut potentiel pour fournir des oméga 3, des acides gras en général, et des bactéries, des levures qui vont fournir des protéines. Donc, il y a plein de choses qui sortent et donc on espère pouvoir changer un peu la problématique de l'alimentation dans l'aquaculture. Super intéressant. Brett, vous voulez ajouter quelque chose? Yes, I would definitely like to add to that. This is a Oui, topic j'aimerais that's very close to my heart. beaucoup So effectivement looking intervenir, car at c'est un seaweeds, sujet I think Maria's touched sur a lequel little je bit travaille on beaucoup, its et potential on a use parlé as des a algues et de supplement for l'utilisation carnivorous fish. And I potentielle think one thing that I wanted des to algues add pour les to poissons that, I think you carnivores. can look at J'aimerais seaweed ajouter inclusion in diets qu'on peut from different également perspectives. inclure les So one way algues to dans look les at it régimes is alimentaires de potentially différents points de vue. as an Par alternative exemple, source of protein. une source And I think alternative de another way is to protéines. look Une at autre, it as a functional un feed autre point de ingredient. vue, c'est que cela peut And a être lot of un the research ingrédient that I've been doing alimentaire actually fonctionnel. in Donc, our par group is rather exemple, been focused on the role of seaweeds as a nous nous functional feed concentrons sur ingredient, le rôle where des algues its comme un inclusion ingrédient in feeds fonctionnel alimentaire. C'est can ce que have l'on a peut number of utiliser, impacts, donc, such as et qui peut improving avoir des overall consumption of répercussions feed. sur So la if you can do that, consommation you are totale already des also aliments. improving Donc, si vous utilization faites of, or cela, better cela utilization of améliore proteins également that are added to l'utilisation feed des and reducing protéines qui waste, sont which ajoutées potentially aux means produits you need to add alimentaires. On less réduit protein les into déchets those également. diets. Et donc, They can also play a very important moins role de on protéines modulating the introduites dans ces régimes. microbiome. So these are the bacteria On and the peut fungi and the ça other joue un rôle également dans microorganisms les in the microbiomes, les digestive tracts of bactéries these par animals. exemple, And que l'on essentially, they're retrouve sort of dans les acting voies as digestives prebiotics, des and animaux. they can improve overall health of these Cela peut organisms. améliorer la That santé can lead to également increased générale de growth of ces these organisms organismes, and la can lead to croissance de ces increased organismes disease et resistance of these également organisms, la which résistance again de helps ces to promote organismes, the ce qui sustainability aide à aspects of promouvoir aquaculture. la And then durabilité de also lastly, l'aquaculture. there are a Et pour number of finir, il other y a un certain components within nombre seaweeds d'autres composants que that l'on have retrouve dans very les positive algues effects on qui ont physiology of des animals, effets extrêmement have positifs sur la immunostimulatory physiologie des properties. So animaux, there's just des a range propriétés of benefits, and there's stimulantes, so une much variété literature coming out, d'avantages, énormément de not only recherches, de showing the travaux positive impacts of qui vont seaweeds être in publiés sur diets for animals, but also for l'incidence humans. There's a des plethora of algues sur les literature animaux, out mais there at the également moment. sur les And êtres then before I finish, humains. the Et other thing as avant de well with conclure, seaweeds is also, un autre and point I sur mentioned this les early algues, on, et if we j'en can ai grow déjà them parlé, with si on animals in peut les integrated systems, cultiver en I've système also, or we intégré found, avec and a les number of people have animaux, shown that it just also on s'est rendu compte improves general que health cela of the systems. They améliore can la actually have a santé modulatory globale des effect systèmes. on Cela a the un effet microbiome, for modulaire example, of a sur system. le And as I microbiome, sur le mentioned earlier, système, et it comme also je l'ai has a mentionné whole lot of auparavant, other positive environmental benefits from d'autres avantages bioremediation, for environnementaux example, positifs sur la increased bioremédiation, recirculation on sur la farms because it's able to strip out dissolved circulation nutrients in the system. So au sein du système, there's a le lot fait of de pouvoir positives dissoudre from ces including nutriments dans le seaweeds, not système. only in diets but also just in Donc, systems. il y a des Thank you. avantages non seulement sur le régime alimentaire, mais également sur les systèmes de manière générale. Quelque chose de prometteur. Pardon, les questions deviennent un peu décousues parce que les différents auditeurs s'intéressent à des choses différentes. J'ai une question sur les moyens de lutte contre la pêche illégale qui est probablement plutôt pour vous, Rita. C'est vrai qu'on se dit à l'ère des satellites, à l'ère de l'observation extrêmement fine qu'on a, on devrait quand même arriver à empêcher la pêche illégale. Pourquoi c'est si difficile ? C'est difficile parce que aujourd'hui, pour vraiment voir où ces pêcheurs illégaux pêchent dans l'océan, ils ont un système qui doivent le mettre. C'est le système AIS qui permet à un bateau de dire où est-ce qu'il se trouve dans l'océan. Et au fait, le bateau, il peut carrément l'éteindre et donc on ne peut pas le détecter dans l'océan.
donc ce qui est un peu compliqué. Et en plus, quand on parle de pêche illégale, on ne parle pas uniquement de pêche qui pêche, on parle aussi de pêche non réglementée, c'est-à-dire aujourd'hui, du moment où il n'y a pas de mesures de gestion derrière qui sont aujourd'hui respectées par la pêcherie, on peut arriver à des abus, à de la surpêche. Et comme il n'y a pas non plus possibilité de contrôler tout le temps ces bateaux-là, et ben là, on est carrément dans la pêche illégale. Donc, il y a vraiment la pêche non déclarée, non réglementée, qui rentre aussi dans la catégorie pêche illégale. Et voilà, donc ça dépend où elle se passe aussi. En haute mer, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler les navires de pêche que dans les zones côtières, où là, on a plus accès à ce contrôle-là. Donc, tout dépend aussi de où se trouvent les navires. Mais l'importance pour vraiment éradiquer la pêche illégale, c'est vraiment améliorer la gouvernance des océans et vraiment mettre en place des mesures de gestion qui sont contrôlées et surveillées derrière. J'ai aussi une question sur la différence entre l'aquaculture artisanale et l'aquaculture industrielle, en particulier au niveau des impacts. Est-ce qu'on peut dire que l'aquaculture artisanale, un peu comme la pêche artisanale, a un peu intrinsèquement des impacts plus faibles, ou est-ce que ce n'est pas nécessairement vrai? Je peux tenter de répondre à cette question qui est d'ailleurs assez intéressante. Je pense que les deux peuvent avoir un impact, divers impacts sur l'environnement. Une manière de s'y intéresser, c'est de constater que l'aquaculture produit de gros volumes et les pêcheurs, les producteurs artisanaux ne sont pas très bien réglementés et c'est ce qui pourrait avoir un impact négatif. Donc, avec l'aquaculture artisanale, parfois, les producteurs n'ont pas toujours accès aux mêmes ressources que les producteurs à plus grande échelle et les moyens pour minimiser l'impact sur l'environnement. Cela étant dit, je pense que les producteurs à grande échelle sont davantage réglementés, des contrôles plus stricts sur ce que ces producteurs peuvent et ne pas faire. Cela ne veut pas dire que ces producteurs n'ont pas d'impact. Et dans certains cas, c'est bien le cas. Donc, c'est une question difficile et je ne pense pas qu'il y ait vraiment une réponse tranchée. Je pense que les deux types peuvent avoir des incidences sur l'environnement. Oui. Je crois que, Rita, vous travaillez sur un conso guide au WWF dont vous vouliez dire un mot parce que ça peut aider les gens à bien s'orienter. Oui, tout à fait. En fait, au WWF, on a lancé un conso guide poisson qui permet de guider les consommateurs, bien sûr français, dans leur choix de produits durables. Et donc, on a fait toute une analyse de plusieurs facteurs, à la fois la technique de pêche utilisée, la technique d'élevage utilisée, la zone de capture ou d'élevage et les méthodes de gestion. En combinant ces trois facteurs, on arrive à un classement des espèces avec un code simple de couleur, vert pour des espèces qui sont à valoriser par le consommateur. Et donc, c'est des espèces qui ont le moindre impact sur l'océan ou aussi dans l'élevage. Il y a l'orange, c'est les espèces que nous devons consommer avec modération. Et le rouge, c'est les espèces à bannir de notre alimentation. Et donc, pour finir, peut-être un dernier mot aux consommateurs français, c'est que aujourd'hui, ce que nous recommandons à ces consommateurs, c'est avant tout, c'est de manger peut-être moins de poissons, ne pas dépasser ce qui est demandé ou recommandé
par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire 2 portions de 100 grammes de poisson par semaine, d'aller vers des espèces, de manger mieux, aller vers des espèces qui sont soit issues d'une certification ou issues d'une pêcherie durable. Et troisième choix, c'est aller vers la diversification, c'est-à-dire ne pas toujours consommer les mêmes espèces, parce qu'aujourd'hui en France, les espèces les plus consommées, c'est les mêmes, c'est le cabillaud, le thon et le saumon d'élevage et les crevettes d'élevage. Donc, diversifiez votre choix et reporter votre impact vers d'autres espèces qui, aujourd'hui, se portent mieux dans l'océan. Parce que les espèces les plus consommées aujourd'hui sont malheureusement les plus surexploitées. Donc, voilà ce que je voulais conclure. Et vraiment, le consommateur aujourd'hui français, mais aussi les consommateurs dans les pays développés, ont un rôle important à jouer pour aussi driver toute la filière derrière, pour que aussi tous les acteurs de la filière aillent vers ces choix durables et vers l'amélioration de leurs pratiques. Merci beaucoup Rita. Je crois que hélas on n'a plus de temps pour prendre les autres questions. Je voudrais vraiment remercier tous les participants qui nous ont appris énormément de choses ce soir. Merci à vous tous et merci surtout à vous, spectateurs, qui avez suivi cette discussion jusqu'à maintenant. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée.